Alors, étonnamment, on a eu des nationalisations d'inventaires, pas d'entreprises, mais c'était en communauté européenne, c'était en République tchèque. Je vous remercie de poser la question. Incroyable. D'autres questions? Bonjour et bienvenue sur Basis Point. Aujourd'hui, on rencontre Nabil Abdelmassih, CEO d'Inox Capital. Un type plein de convictions qui, on peut le dire, s'est dévoué à l'investissement à impact avant même que cette notion n'existe vraiment. Né en Côte d'Ivoire, c'est là-bas que très tôt va germer une croyance forte. Les pays riches en ressources naturelles n'ont pas une part juste du gâteau. On peut et on doit mieux faire, mieux investir, mieux collaborer, en construisant avec les populations locales pour les populations locales. Et surtout, ne jamais sous-estimer la manne d'efficience cachée, tapie dans les interstices des chaînes de valeurs agricoles. Depuis sa création, Inox explore des marchés et des secteurs où peu s'aventurent. Nabil nous expliquera sa vision pour une dette privée d'impact enracinée dans les besoins réels des économies locales et les spécificités de ces filières agricoles. Il nous expliquera la différence entre risque perçu et risque effectif qui semble finalement être la clé de tout. Évidemment, la question que je me pose est de savoir comment, ou si c'est même possible, de maintenir une opération financière avec les contraintes réglementaires suisses en travaillant directement sur le terrain dans des pays réputés pour leur opacité, leur désorganisation et même carrément des fois leur corruption. Puis, à force d'aller chercher l'impact au bout du monde, ce sont les opportunités européennes qui ont fini par émerger. Vous allez voir, c'est pour le moins surprenant. Si vous aimez nos contenus, je vous demande simplement de soutenir le développement de notre chaîne en likant, en commentant et surtout, abonnez-vous sur LinkedIn et YouTube pour ne rien rater. Bref, avant de rentrer dans tous ces trucs, je voulais quand même qu'il m'explique comment on fait pour rester 20 ans à la barre du même navire. Surtout qu'à la base, ce navire, c'était pas le sien. Franchement, Nabil, 20 ans dans une boîte, c'est long de nos jours. Qu'est-ce qui fait qu'on reste aussi longtemps au même endroit pour faire la même chose? Alors tout d'abord, merci de me poser cette question qui est effectivement assez intéressante. D'abord, il faut aimer ce qu'on fait. Parce que si on ne l'aime pas, c'est difficile de rester dans un endroit pendant une telle période. Et puis je pense qu'il faut savoir pourquoi on a commencé déjà. Ça nous permet de savoir où on va aller. Et dans le cadre d'Espèce, ce qui était important pour moi, c'était la mission que je m'étais fixée et je dirais le DNA de l'entreprise à laquelle je me suis au départ totalement assimilé. Puisque quand j'ai commencé chez Inox, j'étais pas actionnaire, j'étais un portfolio manager qui rejoignait l'entreprise, qui avait été fondée par d'autres personnes, pour y déployer une nouvelle stratégie d'investissement, dont j'étais modestement à la base. C'était quoi cette stratégie? Donc là, vous sortiez d'études? Non, je ne sortais pas d'études, je sortais d'un travail que je faisais auprès d'une entreprise tiers, ayant précédemment eu ma propre entreprise, notamment dans les matières premières agricoles, café, cacao, sucre et autres, qui visait à, je dirais, avoir un négoce plus vertueux entre les producteurs et les consommateurs. Et quand je rejoins donc l'entreprise Inox Capital, c'était pour lancer cette stratégie qu'on a appelée la dette, à l'époque c'était en anglais Activist Funding with Ethical Bias, donc c'est de la dette active, entre guillemets. Avec un biais éthique. Exactement, avec un biais éthique. Et donc forcément le postulat était assez précis et c'était un peu une mission, parce qu'en 2006, l'éthique, la durabilité ou l'investissement durable était une commodité rare, je dirais n'était pas au name of the game. On était encore dans une mentalité de croissance infinie et l'ESG n'était même pas Voilà. à l'esprit de qui que ce soit encore. Exactement. Donc dès le départ, c'était assez motivé comme démarche. Ce biais-là, c'était une conviction morale ou c'était l'identification d'une opportunité qui était encore inexploitée à l'époque? Alors comme toute chose, il y a là aussi une genèse. Donc on essayait en fait de marier les deux côtés. Et je l'explique de la manière suivante. J'ai personnellement eu l'occasion de grandir dans un marché émergent qui a fait, je dirais, sa renommée économique dans les années 70 et 80, ou en tout cas début 80. Où ça? En Côte d'Ivoire, notamment sur le café, le cacao et d'autres denrées alimentaires dites culture de rente, et qui malheureusement a vu son économie s'effondrer à cause de l'émergence, je dirais, de la spéculation sur les marchés à terme, et qui a amené à une décorrélation majeure entre les fondamentaux du physique et les marchés à terme purement financiers. Et donc cette dichotomie, je dirais, qui est devenue la norme dans le milieu des années 80, a induit beaucoup d'effets négatifs et néfastes sur la croissance de ces pays-là. Et donc je l'ai vécu, et c'est quelque part quelque chose qui m'a relativement traumatisé, et je me suis dit qu'il était possible sûrement de faire des choses un peu mieux ou de manière plus vertueuse. Donc ça, c'était le côté, entre guillemets, éthique. À la base, ça n'était pas formé,
Et tout au long de ma carrière, ça a été formé et ça en est devenu une stratégie. Mais la partie, je dirais, plus pécuniaire et moins altruiste était basée sur une recherche d'efficience. Parce qu'il s'avère que quand on agit ou qu'on participe économiquement avec des entreprises qui ont ce biais-là, et je dirais cette vision formative de savoir, de connaître son environnement économique, son environnement social, ainsi que son environnement, je dirais, son impact en général sur l'environnement, son footprint, ce sont des entreprises qui ont tendance à être très efficientes et à donc mieux saisir les opportunités ou mieux les identifier et aussi identifier les risques de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficiente. Donc pour nous, c'était aussi à viser, je dirais, moins altruiste. Vous arrivez chez Inox, vous mettez en place cette nouvelle stratégie de dette privée. Donc en gros, vous allez prêter de l'argent à des entreprises dans des marchés émergents. Au départ, presque quasi exclusivement dans des marchés émergents. Mais il faut dire qu'au-delà du focus qu'on a eu en termes de développement par rapport à production locale, consommation locale, dans ce type de denrées alimentaires ou de chaîne de valeur ajoutée agricole, c'est souvent d'un marché producteur à un marché consommateur. Donc on ne peut pas dire uniquement dans les pays émergents. C'est des pays émergents qui nourrissaient des économies mûres ou qui se nourrissaient des économies mûres. Donc c'est des échanges. Mais c'est vrai que la prépondérance était sur les marchés émergents. Concrètement, quand on prête de l'argent à une société dans un marché qui est peut-être un petit peu moins mûr ou efficient ou ajusté que les marchés qu'on a l'habitude de pratiquer en Europe ou aux États-Unis, quel impact est-ce qu'on peut vraiment avoir sur des efficiences opérationnelles, sur la qualité du produit, sur la mentalité du management? Parce qu'au final, vous restez simplement un prêteur. Tout à fait. Vous n'êtes pas au capital, vous n'êtes pas au board. Tout à fait. Alors, nous, on a choisi la dette par dessein. Ce n'était pas un hasard. C'est vrai qu'on peut penser qu'être au capital vous donne plus d'intérêt dans la gestion de l'entreprise au jour le jour. Tout dépend de votre quote-part au capital. Si vous êtes minoritaire... C'est tout le pitch du monde du private equity aujourd'hui. Chacun est libre de faire son pitch. Je me permets de faire le mien. Dans le cadre d'espèces, si vous êtes minoritaire, vous êtes un sitting duck. Vous avez de l'information en qualité d'actionnaire, mais vous avez peu de, je dirais, de couronne d'entraînement ou de levier sur l'activité de l'entreprise. La dette, si elle est faite de manière activiste, permet quand même d'être très intrusive et très hands-on. Donc, je vais donner quelques exemples. Alors, par déjà la structuration de la dette, si elle tient des covenants qui sont assez précis et des obligations de faire et de ne pas faire, elle permet d'agir de manière directe sur la gouvernance de l'entreprise. Justement, la constitution de boards indépendants, les terms of reference des boards, la différence entre la gestion ou les gérants de l'entreprise et le board, et comment l'entreprise se paramètre en termes de traitement de ses salariés. A-t-elle des policies, a-t-elle de la gouvernance en place? Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable, déjà au travers de la dette. Et deuxièmement, de la manière dont vous structurez cette dette, vous avez aussi un impact direct, je peux utiliser le mot impact, mais vous avez déjà une capacité d'engagement direct sur les opérations de l'entreprise. Parce que si vous faites de la dette, par exemple, qui n'est pas seulement bilancielle, mais qui est aussi un haut volet transactionnel, ça vous permet non seulement d'avoir la télémétrie, mais de forcer l'entreprise à se conformer au mode d'utilisation de cette dette. Donc vous avez, au travers de ce biais, directement une capacité d'influencer la manière dont l'entreprise opère. Dans votre stratégie, au moment où vous intervenez sur certaines... Si je peux juste rajouter quelque chose qui pour moi est très important. La dette a été choisie aussi pour sa capacité de déploiement et sa rapidité d'efficience. C'est important. C'est-à-dire quand vous faites de la dette déjà, c'est plus facile de déployer de la dette que l'equity, théoriquement. C'est plus rapide. Et les volumes sont plus importants. Parce que vous êtes en train de financer un turnover et non pas un capital. Et donc les effets ou les impacts que vous allez pouvoir générer sont plus rapides et plus volumineux, entre guillemets, plus importants. D'accord, donc en gros, plutôt que de changer de moteur, c'est un shoot de nitroglycérine dans le moteur. On peut dire ça avec beaucoup de télémétrie en termes de Formule 1, en cas où la voiture va mal à droite ou mal à gauche. On a des capacités de conduite
Sur quel point de contact en fait de ces chaînes de valeur est-ce que vous voyez que vous avez la plus grande valeur ajoutée, hormis évidemment les capacités financières que vous leur mettez Ouais. à disposition? Alors ça c'est important parce que ça vient par rapport à quels sont les points d'impact qu'on peut effectivement générer. Alors tout dépend de quel segment dans la chaîne de valeur ajoutée on va fournir du capital de croissance. Est-ce que c'est au niveau de la production, de la transformation, de la valeur ajoutée, de la distribution, du branding, de la mise à marché, de l'accès à marché ou pré-production? Donc dépendant du segment de la chaîne de valeur ajoutée, on peut avoir plus ou moins d'impact dans tel ou tel thème. Considérant qu'on a 4 thèmes principaux qui sont la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, l'efficience des ressources, donc tout ce qui est terre, eau, air, en termes de mitigation de climat ou d'adaptation au climat, et tout ce qui est women empowerment, gender equality, en termes de tout ce qui est women-led enterprise, women-owned enterprise, women-directed enterprise, ben on a des KPI très précis qui nous permettent justement de mesurer quelque part, selon ces différents thèmes, les points. Je donne des exemples. On peut facilement parler en termes de réduction de la pauvreté, le montant de la production locale, la création de richesses locales, le traitement des employés de l'entreprise. Sont-ils payés au salaire minimum? Sont-ils payés plus que le salaire minimum? Quand on parle de la sécurité alimentaire, combien est produit localement pour de la consommation locale vis-à-vis de l'export? On peut aussi regarder d'autres facteurs, comme je l'ai indiqué, en termes d'égalité de traitement homme-femme ou de women empowerment, les entreprises qui sont détenues par des femmes, qui sont gérées par des femmes ou qui sont opérées par des femmes. Donc c'est des KPI très précis qu'on utilise, qui nous permettent directement de savoir qu'est-ce qu'on crée comme impact. Et dans ces marchés émergents, justement, est-ce que ces thématiques éthiques sont des choses qui leur importent ou c'est parce que c'est une condition pour avoir un prêt, on va s'y plier? Bon, alors, je dirais que j'aime pas utiliser l'anglicisme awareness sans faire Jean-Claude Van Damme, mais il ne faut pas croire, je veux dire, avec l'avancement de la technologie, avec l'avancement des moyens de communication, ces marchés émergents sont très aware et au même ou à même de connaître l'importance que l'environnement social, que l'environnement économique, que l'environnement terre, eau, air a sur la société. Donc c'est des gens qui ne veulent pas vivre dans des poubelles, entre guillemets. Je suis désolé d'utiliser l'image. Donc c'est des gens qui sont de plus en plus conscients des problématiques de durabilité. Je ne vais pas faire la critique des différentes COP qui ont lieu, mais avec le droit de polluer ou pas le droit de polluer par rapport à la croissance économique, nonobstant, ce sont des secteurs économiques et des entrepreneurs locaux, pour la plupart. Comme on parle de PME, PMI et de big market, c'est principalement des entrepreneurs locaux. Ils ont quand même des considérations assez importantes à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas forcément qu'on a besoin de les convaincre, mais on a besoin de convaincre de l'alignement d'intérêts qu'on peut avoir et aussi de les soutenir dans cette recherche d'efficience. Du moment que l'entrepreneur, ou je veux dire que le manager, son entreprise, ou le propriétaire et son entreprise comprennent que non seulement il y a des efficiences capitalistiques à utiliser ce type de dette ou ce type de structure de financement, qu'il y a aussi des efficiences nettes en termes d'opérabilité, en termes d'impact, d'identification de risques, de gestion de risques et d'opportunités. L'adoption se fait de manière automatique. Ils ne sont pas plus bêtes que tout autre. Revenons-en un petit peu à Inox Capital. Vous êtes arrivé en 2006, 2008. 2005, je veux Vous êtes arrivé en 2005. Décembre 2005. Décembre 2005. 2008, il y a eu pas mal de changements. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Effectivement, on a eu pour notre stratégie, en tout cas l'activist funding, on a eu avec Ethical Bias, on a eu de très bons progrès très rapidement. Donc on a commencé avec 25 millions de dollars, on a été seedé par le monde mutualiste français. On a pu déployer notre premier fonds en juin 2006 et on a rapidement dépassé les 100 millions en cours de 2007. Vienne la Great Financial Crisis en 2008, il s'avère qu'on fait relativement bien, on ne perd pas d'argent, on montre la valeur de la stratégie en termes de capacité d'absorption de volatilité et de résilience économique, mais malheureusement, il s'avère qu'on subit de plein fouet des vagues de rédemption massifs sur un espace de 3 mois. Alors que vous étiez totalement décorrélé des marchés. Oui, tout à fait. Ben, c'était ce que c'est. Une panique généralisée. Oui, c'est panique généralisée, ce qu'on appelle le ATM factor. Donc, quand vous êtes le seul qui n'a pas encore suspendu, ben, tout le monde tire chez vous, parce que vous êtes le seul qui a de la liquidité. Et à l'époque, notre population d'investisseurs, je ne le dis pas de manière négative, absolument pas, était principalement des fonds de fonds. Donc, forcément, les fonds de fonds ont été massivement
mais ont réduit leurs actifs, ont dû faire face à une réduction d'actifs drastique, immédiate, et ils n'ont pas d'autre choix que de tirer sur les investissements qu'ils ont, donc nous comme d'autres. Et donc à ce moment-là, il a fallu prendre une décision assez importante qu'on a prise, c'est-à-dire de continuer à servir donc ces rédemptions, mais il fallait garantir la pérennité de l'entreprise. L'entreprise gérait deux autres stratégies. Je peux vous poser une question qui peut vous sembler toute bête, mais si vous prêtez de l'argent à une société et que votre client vous demande de récupérer son argent, vous remboursez votre client. Oui. Mais la société que vous avez financée, elle ne vous a pas remboursé. Alors à ce moment-là, c'est exactement les problèmes auxquels on a dû faire face à l'époque. De liquidité chez vous. Exactement, de gérer la liquidité intrinsèque du portefeuille vis-à-vis de la liquidité qui est offerte à l'investisseur. Et donc, à l'époque, on a bien géré cette dichotomie et on a très bien géré cette dichotomie pendant 20 ans. Je l'avoue, depuis Q4 2023, c'est extrêmement difficile. Mais pendant 20 ans, ça a très bien fonctionné. Ça a bien fonctionné parce qu'on avait cette capacité de maîtrise du portefeuille. Donc on a pu maîtriser, entre guillemets... Jongler un petit peu avec les flux. Voilà, les liquidités du portefeuille, avoir un portefeuille avec une liquidité suffisante pour faire face à certaines rédemptions. Maintenant, cela étant dit, on a quand même dû faire appel à certaines structures pour pouvoir offrir de la liquidité à nos investisseurs du marché secondaire ou ce genre de choses. Mais depuis, je dirais, Q4 2023, vous avez soulevé là un problème essentiel de ce type de stratégie ou d'asset class en général, c'est la liquidité que le marché demande par rapport aux capacités de liquidité de ce type de stratégie. Donc, juste pour revenir sur la question que je n'ai pas forcément répondu. Donc, l'entreprise gérait deux autres fonds qui étaient assez traditionnels, qui étaient des CTA Long Term Trend Follower ou bien des Pan-European Equity. Donc, il n'y avait rien à voir avec ce que nous faisions. Et malheureusement, les gérants de ces fonds ont dû fermer ces fonds-là. Et donc, on a dû faire un management buyout. Donc, on a dû racheter, en fait, puisqu'à l'époque, moi, je n'étais pas actionnaire de l'entreprise. Je me suis donc retrouvé, je ne dirais pas bon gré mal gré, parce qu'on avait la volonté, justement, de continuer à déployer notre stratégie, de devoir racheter l'entreprise pour garantir la pérennité des fonds. Ou du moins du fonds que nous gérions, puisque les fonds que les autres géraient ont malheureusement dû fermer en Q3 et Q4 2008. Donc on a racheté l'entreprise fin décembre 2008, début janvier 2009. Et donc, à ce moment-là, on s'est focalisé entièrement sur l'activist funding. Et à l'époque déjà, la majorité du capital humain de l'entreprise était dédié à fonctionner sur l'équipe de notre stratégie. Et donc ça nous a permis de garder, je dirais, tout le capital humain, la grande majorité du capital humain de l'entreprise. Vous avez un petit peu revu la structuration des produits Alors effectivement, là on s'est focalisé sur l'activist funding et on a commencé dès 2009 à faire un drive sur l'institutionnalisation de l'entreprise et des produits. Et donc on a quand même appris pas mal de choses dans la crise de 2009, 2010, 2011, parce que les effets de la crise ont perduré quand même sur plusieurs années. Et dans ce cas d'espèce, on s'est dit que il fallait se développer sur l'institutionnalisation de l'entreprise, augmenter les capacités et les capacités de l'entreprise en termes d'infrastructure, en termes de capital humain, en termes de solutions informatiques ou ce qu'on appelle les business solutions chez nous, essayer un maximum de se différencier, de se focaliser sur ce qu'on sait faire, qui était notre mission de départ et notre DNA. Et donc, on s'est spécialisé sur ce qu'on savait faire. Et la régulation FINMA ? Alors ça, c'était très important parce que ça fait partie du processus d'institutionnalisation. Dans le cadre d'espèces, on a essayé très tôt. On était déjà régulé par la FINMA pour le simple AML, sans faire appel à une faîtière déjà depuis 2003. Donc on avait déjà quelque part cette relation directe avec le régulateur, ce qui n'était pas très courant à l'époque parce que les gens préféraient l'autorégulation au travers d'un AOR, parce que ce n'était pas le chemin qu'on avait pris nous dès le départ. Et donc on a engagé très tôt avec la FINMA, à partir de 2011, à essayer d'être régulé en tant que gestionnaire de fonds de placement collectif sous la CISALO, qui à l'époque était un peu spécifique parce qu'elle n'obligeait pas à la régulation si vous n'étiez pas dans l'obligation d'être régulé. Donc l'auto-opt-in n'existait pas, si j'ose dire, mais on a quand même essayé et on a reçu une jolie lettre qui nous a dit que revenez nous voir quand vous aurez l'obligation de l'être. Et donc en 2012, on a eu l'obligation de l'être puisqu'on a ouvert une plateforme pour les fonds au Luxembourg.
Et donc, dans le cadre de la gestion déléguée de ces fonds d'investissement, on a eu l'obligation de se faire réguler de manière prudentielle par la FINMA. Et donc, on a commencé le processus de régulation qui s'est fermé de manière positive en 2015, où on a obtenu notre autorisation FINMA en termes de gestionnaire de fonds de placement collectif CISALO. Ça fait donc maintenant 10 ans. J'ai envie de parler de l'agri-food européen. Bien sûr. Mais avant d'y venir, juste une question sur les marchés émergents. Dans quel pays est-ce que vous êtes actif? Alors, une de nos spécialités, et c'est un peu, je dirais, ça fait aussi partie de notre DNA, on est actif de manière globale. Maintenant, quand je dis global, ça veut dire qu'on ne fait pas tous les pays émergents partout dans le monde. Donc, on a des zones de compétences. Qu'est-ce qu'on a derrière vous, là, par exemple? Par exemple, on a des zones de compétences dans l'agriculture. L'agriculture, pour nous, se sépare en 4. Il y a le food, il y a le feed, c'est-à-dire la nourriture des animaux. Je parle de toute la chaîne de valeur ajoutée, pas seulement la production, donc c'est-à-dire vraiment en allant du producteur jusqu'au consommateur. Ensuite, il y a les services et les produits qui sont dits pour nous d'efficience à la production. Donc c'est tout le côté... Les engrais? Pas forcément les inputs, mais c'est tout ce qui amène je dirais, les nouvelles technologies et les services pour produire mieux, transformer mieux, transporter mieux, effectivement, le déplacement logistique. Le storage aussi? Oui, tout à fait. Donc tout ce qui est la logistique de stockage, la logistique de transport, et donc tous les produits et services qui amènent à des efficiences, c'est-à-dire pas des efficiences économiques, mais aussi des efficiences environnementales, en termes d'émissions de carbone, en termes de consommation d'énergie, en termes de pertes, parce que c'est lié. Hein. Si vous perdez de la masse, vous perdez de la matière, vous perdez forcément, vous émettez pour rien, puisque vous n'avez plus le produit. Donc ça augmente votre émission par la quantité. Et tout ce qui est maintenant aussi les produits et services d'efficience de consommation, c'est-à-dire accès au marché, consommer mieux. Mais dans quel pays? Alors j'arrive. Sur les pays, principalement, nous on a déployé, et ça a changé dans le temps, hein, bien évidemment, après 20 ans d'exercice. Parce que là je vois du cyrillique, de l'arabe... Oui, il y a un peu de tout. Alors on va donner des exemples. En Afrique subsaharienne, qui a toujours été une géographie importante pour nous, on a couvert les pays d'Afrique de l'Ouest traditionnels, c'est-à-dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Bénin, des pays anglophones aussi comme le Libéria, la Sierra Leone, le Ghana, un peu de Nigérien mais pas beaucoup. Quand on descend la côte, on a été sur par exemple des pays comme le Cameroun, ensuite on a été sur des pays de l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, la Zambie, voilà. Maintenant, quand on regarde l'Amérique latine, le Brésil a été une place importante pour nous historiquement, beaucoup moins, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il a pratiquement complètement disparu de notre portefeuille. En Amérique latine, il y a eu d'autres pays comme le Pérou, le Paraguay, le Chili. Ensuite, il y a eu l'Asie centrale, qui a été un marché assez important pour nous et qui est toujours un marché assez important, donc le Kazakhstan notamment, ensuite l'Europe de l'Est de proximité, donc l'Ukraine, la Roumanie, la Pologne, les pays, l'Égypte, les pays du Golfe aussi. En fait, vous êtes dans et l'Asie du énormément Sud-Est. de géographie. Oui, mais pas partout, parce que par exemple, vous regardez dans l'Asie du Sud-Est, on a fait le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, mais on n'a jamais fait la Chine. En Europe de l'Est, on n'a jamais fait la Russie. Pas parce qu'on a d'opposition, je dirais, structurelle, mais tout simplement parce que ce sont des géographies où il y a déjà suffisamment de liquidités. La question qui me vient et qui peut fâcher par rapport à ces géographies, c'est que traditionnellement, on n'est pas sur des marchés qui ont toujours brillé par leur éthique, par leur transparence, par leur gouvernance. Les promesses non tenues, les faillites, la fraude, c'est pas des marchés qui sont faciles à naviguer, et surtout quand on vient en disant « moi je veux faire du business éthique ». Tout à fait. Je veux dire, même les plus grandes sociétés du monde fonctionnent avec des dessous de table pour avancer sur ces marchés. Donc comment on fait pour être droit et quand même avoir du succès sur des marchés qui n'ont pas le même paradigme de business? Je vais essayer de faire une parabole, mais de revenir sur mes pieds pour pouvoir terminer et conclure en répondant à la question. Alors, c'est clair que tous ces marchés bénéficient ou, à l'inverse, ne bénéficient pas je dirais, d'un arbitrage
péjorant de perception de risque. Parce que c'est vrai que c'est exactement ça, en fait. Est-ce que le risque perçu vaut le retour sur l'investissement? Alors, nous, on dit plus que risque perçu, on parle de risque effectif. Et c'est là, en fait, que la différence se fait. Ça, c'est la conclusion. Permettez que je retourne sur ma parabole. Alors, sur ma parabole, bien évidemment, il y a plein de risques sur ces marchés. Des risques politiques, il y a de la corruption, bien évidemment, il y a des risques, je dirais, de devises, il y a des risques économiques macro, et là, je vais faire la différence avec le micro. Donc, vous pouvez avoir des entreprises qui fonctionnent dans ces environnements de manière micro, sur les mêmes standards que vous pouvez avoir en Suisse. Notre idée et notre postulat, c'est de trouver ces entreprises-là. Parce que pour nous, c'est ces entreprises-là qui sont les plus efficientes dans ce marché qui est hautement inefficient. Et donc, ces entreprises-là, c'est celles qu'on veut soutenir en termes de capital de croissance. Il faut comprendre que même si en 20 ans, on a eu un footprint qui est assez important, parce qu'en 20 ans, on a investi pour plus de 8,5 milliards de dollars, on a soutenu plus de 250 entreprises. Donc, c'est quand même important en termes d'investissement. Nonobstant, on n'a pas financé tout le monde. Donc, on a ce luxe de choisir. Et c'est par rapport à la sélection de l'investissement intrinsèque au niveau micro qu'on arrive justement à bénéficier de la perception du risque et du risque effectif. Et cette différence, c'est le rendement qu'on estime supérieur. Parce que je donne un exemple, exporter ou je veux dire produire comment on appelle ça, du maïs blanc en Afrique du Sud pour nourrir les poulets, ou produire du maïs blanc en Louisiane pour produire du poulet, le risque opérationnel est le même. Hein. Et vous risquez d'avoir plus de problèmes de weather en Louisiane que de les avoir en Afrique du Sud. Donc après, il y a les risques intrinsèques, le risque pays, le risque légal, le risque de devise, ce sont des choses que soit vous pouvez structurellement, dans la manière dont vous faites votre investissement, mitiger par la structure de l'investissement et la sélection micro de l'entreprise. Et aussi, vous avez des overlays de gestion de risque qui vous permettent de transférer ces risques ou de les vendre au marché, au travers de l'assurance, au travers des hedges, et je m'en passe. Donc, mais c'est compliqué. Hein. Oui, non, mais j'imagine. Jamais, donc, dans ces 20 ans, vous avez eu une boîte qui s'est fait nationaliser en plein chemin. Alors, étonnamment, on a eu des nationalisations d'inventaires, pas d'entreprise, mais c'était en communauté européenne, c'était en République tchèque. Je vous remercie de poser la question. Incroyable. D'autres questions? Non, on peut arrêter là, franchement. Mais on a eu beaucoup de problèmes. Ah, mais comme quoi? Mais notre capacité, justement, en fait, en tant que gestionnaire, notre travail, c'est de faire cette réflexion de manière idiosyncratique et inhérente par rapport à la chaîne de valeur ajoutée. Donc vraiment avoir cette vue macro top-down, d'identifier les risques potentiels, ESG, génération d'impact, mais aussi risques légaux, risques, qu'on appelle ça, de devises, risques opérationnels. Et ensuite, identifier le segment de la chaîne de valeur ajoutée qui, pour nous, est le plus performant en termes de génération de valeur, terre, travail, capital, avec les facteurs de production, en considération que c'est nous qui amenons le capital. Donc, il y a la meilleure dotation en termes de terre, travail, qui passe à part c'est l'agriculture, parce que c'est les facteurs de production économique traditionnels. Et à ce moment-là, nous, de manière micro, une fois qu'on a identifié la chaîne de valeur ajoutée, le pays, le segment, chercher les entreprises qui sont actives dans ce segment, qu'on va valider, c'est donc l'underwriting, de manière micro, qui sont donc celles qui sont à même de respecter nos critères ESG, d'avoir cette maximum capacité de génération d'impact et qui ont la capacité de capturer cette croissance. Et elles vont nous le payer sous forme d'un intérêt. Donc, par élimination, en fait, on se retrouve avec pas tant de candidats que ça. Non, exactement. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un monde qui est extrêmement grand d'opportunités. Mais l'idée, c'est que par cette vision top-down que nous avons de la sélection de l'investissement, macro-micro, et en plus l'overlay de structuration pour tout ce qui est gestion de risque et ce genre de choses, ça nous permet vraiment de jeter notre filet sur des endroits très précis. Et c'est pour ça qu'on est actif dans tel pays et pas dans l'autre, même s'ils peuvent être voisins. Donc pour en revenir à l'Europe, vous avez aussi maintenant des activités spécifiques au marché européen. Tout à fait. Vous pouvez nous expliquer? Alors oui, ça c'était assez intéressant. Donc, de tout temps, on a investi une partie de notre portefeuille en Europe, bien évidemment. Mais c'était une part qui était, je dirais, minoritaire.
À partir de 2018, cette part a été croissante. Aujourd'hui, elle a atteint presque un quart, voire un tiers de nos investissements ont été en Europe. Et on s'est posé la question de pourquoi de cette augmentation. Et quelque part... c'était fait de manière organique en fait. Au départ, oui, c'était de matière organique. On s'est dit, pourquoi tant de besoins soudainement en Europe? Mais il y avait un postulat qu'on a remarqué était un peu différent. Donc, dans les pays émergents, comme je l'ai expliqué précédemment, on cherche les poches d'efficience. On a vu cette vision top-down, chaîne de valeur ajoutée, pays, segment, qui permet le plus d'absorption de volatilité, meilleure capacité de croissance et ce genre de choses. Et là, on s'est dit, c'est une recherche d'efficience. En Europe, on a fait l'inverse un peu. On a fait une recherche d'inefficience. Pourquoi? Parce qu'en général, les chaînes de valeur ajoutée de la production à la consommation, donc agricole en Europe, ont plein d'inefficiences. C'est pour ça qu'il y a des paysans dans la rue et c'est pour ça qu'il y a aussi des consommateurs dans la rue. Ça veut dire que le producteur et le consommateur ne sont pas contents. Voilà, ma question de base, c'était vraiment ça, c'était est-ce que c'est vraiment une vraie opportunité financière d'investir dans l'agriculture européenne qui est déjà sous perfusion? Ben justement, l'idée, c'est de montrer qu'on peut faire sans les subsidies, donc sans les subventions. La subvention, elle est là techniquement. L'idée d'une subvention, c'est pourquoi? C'est pour pallier à un défaut de capacité structurelle qu'on ne peut pas faire autrement. Il s'avère qu'avec la technologie, aujourd'hui, en Europe, dans les chaînes de valeur ajoutée, et ça change pour chaque pays. Donc l'Italie, ce n'est pas la même chose que l'Espagne, et des fois même dans les pays eux-mêmes, il y a des différences entre le nord et le sud par rapport à comment on fait les choses du producteur au consommateur. Et en Europe, le postulat était de trouver les segments d'inefficience, donc là où la chaîne de valeur ajoutée était inefficiente, et de trouver les entreprises qui, au travers de leurs produits et de leurs services, avaient pour but d'arbitrer cette inefficience, donc de la résoudre. Donc, dans les marchés émergents, c'était une recherche d'efficience, et il y en a beaucoup. Et dans la communauté européenne, ou dans l'Union européenne, ça a été une recherche d'inefficience. Donc on a mis 5 ans, pour regarder pays par pays, chaîne de valeur ajoutée par chaîne de valeur ajoutée, quelles étaient les zones d'inefficience, et si, par hasard, il y avait des entreprises qui, au travers de la technologie, ou au travers de leur position spécifique dans la chaîne de valeur ajoutée, avaient pour but, au travers de leurs produits et de leurs services, ou de leur manière de faire, de pallier à cette inefficience. Et il y en a, parce qu'on a identifié presque 500 entreprises sur la communauté européenne qui sont exactement sur ce volet-là. Et comme j'ai dit, ça varie de pays en pays. Dans certains pays, c'est au niveau de la production, d'autres au niveau de la logistique, d'autres au niveau de l'accès au marché, d'autres au niveau des méthodes de consommation. Alors aujourd'hui, vous diriez que le plus gros problème de l'industrie agroalimentaire européenne, c'est quoi? Alors, c'est varié, c'est ce que j'espère. Il n'y a on pas ne peut pas généraliser. Non, et le problème des subventions, c'est que ça tente à généraliser. Et les discussions au niveau européen aussi. Mais oui, parce qu'il y a des intérêts divergents. Dans certains pays, c'est la distribution qui s'intègre au niveau de la production, qui est en train de manger la production et qui devient eux-mêmes producteurs parce qu'ils pensent que ça va permettre de garantir la pérennité. C'est peut-être un postulat qui est tout à fait valable, je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. Nonobstant, il y a des pays où il y a ce qu'on appelle des low-hanging fruits, donc des choses qui peuvent se faire très rapidement. Et on n'est pas en train de parler de l'agriculture spatiale, faire de la protéine végétale ou faire du vertical farming. Non, on parle de l'agriculture traditionnelle, aussi bien de la production jusqu'à la consommation, mais en utilisant les technologies modernes pour ses efficiences. Et, je ne dirais pas bizarrement, mais de manière naturelle, ça arrive aussi dans les pays émergents. Donc, dans les pays émergents, il y a certains pays qui arrivent à un niveau de saturation d'efficience et qui doivent changer leur modèle productif en y mettant de la technologie. Et là où il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont en train de se passer, c'est que ces technologies qui vont être trouvées vont être aussi déployées de manière très rapide. Et il y aura une adoption, à mon avis, très rapide dans les pays émergents, comme on l'a vu avec le téléphone mobile. Donc, c'est une source d'opportunité aussi pour l'agriculture européenne. Parce qu'elle va et elle doit s'adapter à ce changement. Parce que les subventions, forcément, sont amenées à s'arrêter un jour. Parce que l'Europe va en se paupérisant, elle n'aura pas forcément les moyens d'acheter, je ne sais pas si on peut le mettre, mais d'acheter du vote politique avec de la subvention. Oui, on peut le mettre. Voilà, mettons-le.
Mais ce n'est pas le but de la stratégie, c'est juste un effet induit ou indirect. Dans les 5-10 prochaines années, vous pensez que votre business model pourra rester tel qu'il est, continuer à grandir de manière organique, ou on arrive à un stade où il faut reprendre un virage comme vous l'aviez fait en 2008? Je pense qu'il y a des virages qui vont devoir être pris. Et on l'a vécu, on a très bien maîtrisé la période Covid, pré et post, on a très bien maîtrisé les périodes de conflits géopolitiques mondiaux. La stratégie a vraiment bien fonctionné à ce niveau-là et elle continue de bien fonctionner au niveau de sa capacité de résilience, sa capacité de décorrélation, sa capacité de porter du rendement constant de manière, je dirais, supérieure, de manière ajustée. Mais ce qui, pour moi, est important, je pense qu'il y a un changement de paradigme. Quand on a lancé en 2005, déjà, la dette privée, ça n'existait pas. À la rigueur, il y avait des gens qui connaissaient, qui appelaient Alternative Credit. Mais bon, c'était encore bourgeonnant, c'était tout neuf. Là, maintenant, la dette privée est je dirais, une classe d'actifs qui est de plus en plus connue, qui est de plus en plus démocratisée. Et pour là, il y a aussi un problème, parce que trop la démocratiser veut dire qu'on va mélanger pierre, pomme, chou, poire et machin, et ça va terminer comme un truc à la subprime. Donc, j'appelle grandement à une rationalisation de l'asset class, mais qui se fera forcément avec trial and error. Mais à notre humble niveau, là où on se trouve, depuis, je dirais, fin 2023, clairement, pour notre type de stratégie, et c'est un problème que vous avez soulevé dès le début, qu'on avait très bien réussi à maîtriser dans la GFC de 2008, 2009, 2010, 2011, qui est beaucoup plus difficile à gérer maintenant. Dans le sens où je pense que le changement qu'on est en train de faire, c'est que nos produits et nos stratégies sont en train aussi de se développer, pas forcément sur des espaces-temps plus longs, mais en tout cas sur des allocations d'investissement plus longues, pour garantir une stabilité du portefeuille. Parce qu'on est en train de parler d'économie réelle. Donc ce n'est pas qu'on vend des participations de dette ou des bonds par rapport à nos AUM. Il y a derrière toute une mécanique d'entreprise, de marché réel, qu'il faut gérer. Et donc ça, pour nous, c'est un changement très important qui est en train de se faire. Une toute dernière question. Moi, si je suis un agriculteur malien ou ivoirien, pourquoi je ne vais pas voir ma banque pour lui demander de l'argent? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille voir une boîte d'investissement suisse pour qu'elle me prête de l'argent? Alors, nous, on ne prête pas, hein, mais c'est les fonds qu'on gère ou dont on a la gestion déléguée qui prêtent. Nous, on n'est pas une banque, hein, donc on est un gestionnaire de fonds de placement collectif et on opère et on gère de manière déléguée ces véhicules d'investissement. Ils sont soit caymanais, soit luxembourgeois, soit anglais ou d'autres. Dans le cadre d'espèces, le secteur bancaire traditionnel, et même en Suisse, et même aux agriculteurs suisses, a un problème fondamental à apporter du capital, que ce soit sous format de dette ou sous format de quasi-equity, ce que nous ne faisons pas, nous ne faisons que de la dette, directe à des entrepreneurs, à des PME, à des PMI, déjà en Suisse. Ce n'est pas facile pour une PME, une PMI de se faire financer en Suisse. Dans un marché émergent, il arrive, et c'est souvent le cas de configuration, les banques locales ou les banques régionales ont beaucoup de liquidités, pour la plupart, en devise locale. Et elles préfèrent financer la consommation, plutôt que financer l'activité productive. C'est plus facile de faire un crédit à la consommation pour une télé, pour une voiture, pour un frigidaire, que d'aller financer une PME-PMI. Donc ce n'est pas qu'il y a un manque de capitaux ou de capacité de prêt. C'est une question de gestion des risques pour la banque? C'est une question d'appréciation des risques de la banque, et c'est une question aussi de capacité, de capabilities, en termes de know-how, en termes de savoir-faire. Et c'est aussi un problème structurel bilanciel. Parce que les banques, quand elles prêtent, elles ont un capital ratio requirement. Je ne vais pas faire l'histoire de BAL 3, BAL 4, BAL 18, bientôt ça sera BAL 14, mais c'est un problème structurel. Comment les banques engagent leur bilan et les effets de levier. Donc sur ce type de contrepartie, c'est assez coûteux. Le prêt est assez coûteux, ce qui est beaucoup moins dans le cadre d'un crédit à la consommation ou privé, parce que pour différentes raisons, c'est pondéré de manière différente ou même opposée. Et donc, il y a aussi cette capacité, je dirais, non pas de connaissance, mais structurelle, qui n'est pas là. Maintenant, quand je disais les banques ne font plus leur métier, je disais aussi que dans ces grands mouvements de capitaux internationaux, et nous, vu qu'on est pro-régulation, ça ne nous dérange absolument pas. Tout ce qui est AML, KYC, KYT, je veux dire, c'est notre bread and butter. On le fait chaque jour, on a des capacités de délivrer à nos
à nos fournisseurs de services qui sont nos banques de trading ou nos banques de custody du T0. Donc on a de l'information live qu'on peut leur donner par rapport à tous les systèmes de business solutions qu'on a développés nous-mêmes pour nos propres besoins, justement pour servir cette immédiateté de la transmission d'informations, mais ils n'ont pas, eux, forcément la capacité de traitement. Donc les flux financiers internationaux, depuis, je dirais, 2023, en tout cas nous on l'a vu très visiblement depuis Q4 2023, ont été gravement impactés et ont été gravement ralentis. Donc je ne sais pas qui a fait l'exemple de faire un virement international pour prépayer ses vacances ou quoi que ce soit, ça peut être la croix et la bannière. Donc quand vous avez des flux financiers relativement importants et relativement fréquents de partout dans le monde, ce que nous on a appelé le banking plumbing, c'est vraiment la plomberie de la banque, et ça a été concentré dans peu de mains en termes de correspondants de banking, et même les banques suisses, comme vous avez dit, pour des problèmes de perception de risque, ne sont pas intéressés à faire ce travail. Nabil Abdelmessih, merci beaucoup, c'était vraiment hyper intéressant, vraiment. Vous avez une dernière chose à nous dire, un petit mot de la fin? Oui, alors j'aimerais bien terminer par quelque chose de positif. En fait, cette année, nos 20 ans d'activité. Félicitations. Merci. On espère être là encore pour 20 ans. Et juste que pour nous, ça a été extrêmement gratifiant de se battre pour nos investisseurs tous les jours, de porter le devoir fiduciaire comme un étendard, mais aussi pour nos investis, de les voir se développer, de PME à une mid-market, et pour certains d'une mid-market à presque une boîte listée, et de voir que notre travail tous les jours, dans sa difficulté et aussi dans sa beauté, nous permet réellement d'avoir des effets et des impacts réels sur le terrain. Et quelque part, pour nous, c'est gratifiant parce que ça nous libère de l'extra-financiarisation de l'activité de gestion. Et c'est ça qui nous pousse. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, laissez-nous un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, si vous avez des choses à nous raconter, contactez-nous, venez et parlons-nous franchement.